Bienvenue sur l'allumeur de réverbère. Bonjour tout le monde, je suis David Brites et aujourd'hui c'est de nouveau moi qui animerai ce 24e épisode du podcast de l'allumeur de réverbère. Aujourd'hui on retourne en Ariège pour se pencher sur un sujet générateur de tensions et de débats dans ce département mais plus généralement à l'échelle de toute la région cis-pyrénéenne, la réintroduction et la présence de l'ours dans les Pyrénées françaises. Pour nous éclairer sur cette problématique, l'historique de la présence de l'ours, les enjeux écologiques, les défis posés par la coexistence de l'ours avec les humains, nous avons donné le micro à l'Association pour la protection des animaux sauvages, l'ASPAS. Cette association milite et œuvre, donc comme son nom l'indique, pour la protection des animaux sauvages, de leur milieu, ainsi que pour une coexistence apaisée entre animaux sauvages et humains. Fondée il y a 43 ans, l'ASPAS est une association totalement indépendante qui ne vit que de ses adhésions, 12 000 adhérents à jour de cotisation. Elle compte aujourd'hui une quinzaine de salariés et elle se base sur un réseau de délégués, bénévoles, répartis et organisés par département. Pour résumer à gros traits, l'ASPAS mène des actions sur 3 axes. Des actions citoyennes, comme des campagnes de sensibilisation, des pétitions ou encore la participation à des salons, des festivals, des événements locaux, etc. Des actions juridiques, notamment devant les tribunaux ou pour faire évoluer le droit, par exemple pour la défense d'animaux sauvages, comme le blaireau contre certaines pratiques de chasse, ou encore tout un travail en faveur des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, les ésodes, autrefois qualifiés de nuisibles, renards, fouines, belettes, etc. Enfin, des actions sur le foncier, notamment par l'achat de terrain pour mettre en place des, entre guillemets, réserves de vie sauvage, ou par l'accompagnement de particuliers qui souhaiteraient voir leur terrain reconverti en, entre guillemets, havre de vie sauvage. À chaque fois, l'objectif est de constituer des espaces dits en libre évolution, c'est-à-dire grosso modo préservés de toute intervention humaine, quelle qu'elle soit. L'ASPAS est largement impliquée sur la question de l'ours dans les Pyrénées et associée dans les instances de concertation locales mises en place pour traiter de ce sujet. Nous avons donc donné le micro à Alain Marek, qui vit en Ariège depuis 12 ans, adhérent à l'ASPAS depuis une quinzaine d'années, longtemps délégué de l'ASPAS dans le département et qui est désormais membre du conseil d'administration et membre depuis peu du bureau de l'ASPAS. Et à Édouard Arnaud, délégué depuis 1 an de l'ASPAS pour le département de l'Ariège, où il réside depuis 7 ans. Précisons qu'Édouard, parallèlement à son activité professionnelle et à son travail de bénévole à l'ASPAS, a commencé il y a peu un master recherche sur les liens entre pastoralisme, présence de l'ours et développement touristique du territoire de montagne qu'est l'Ariège. Je les ai interviewés tous les deux à Foix le 3 mai dernier. Sans plus attendre, je vous laisse avec eux. C'est Édouard qui ouvre l'entretien. Édouard et Alain commencent en nous faisant un rappel de l'histoire de l'ours dans les Pyrénées, avant de nous parler du contexte dans lequel a eu lieu la disparition des ours de souche pyrénéenne et l'introduction d'ours venus de Slovénie à partir des années 1990. Très bonne écoute! Historiquement, l'ours dans les Pyrénées, il est présent depuis plus de 80 000 ans. On a retrouvé, même à l'époque du Néandertalien, des sépultures d'humains accompagnées d'ossements d'ours. Donc il est proche de l'humain depuis énormément de temps. Dans les Pyrénées, il a été présent, et même en fait, on va même dire dans l'Europe de l'Ouest. Parce que faut savoir que l'ours il a été aussi présent dans les Alpes, comme on a le cas très récent dans le Trentin par exemple, en Italie, et dans les Pyrénées. Il y a eu différentes scissions de par l'anthropisation qui ont justement cloisonné certaines populations d'ours, comme on l'a dit donc en Italie, dans les Alpes, dans le Trentin. Dans les Alpes françaises, il y a eu une disparition qui a été opérée, j'ai pas exactement les dates en tête, mais ça a été... 1950 à peu près. 1950 ok. Alors j'aurais même dit 47 jusqu'à la fin de l'abolition de la chasse à l'ours. Et il y a eu une population d'ours des Pyrénées qui s'est scindée en deux, une qui est partie dans les Cantabriques, donc en Espagne, et une qui est une population qui est restée dans les Pyrénées. Effectivement, ce que soulève Alain, c'est la fin de l'autorisation de la chasse à l'ours, qui a été effective en 1947. Ça, c'est une date très importante. Ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est à partir des années 70, où forcément on parle de développement durable, on parle de l'environnement, de la biodiversité. On s'aperçoit que la population d'ours dans les Pyrénées est quasiment, même jusqu'à dans les années 90, est quasiment de 10 individus. Et donc c'est à partir de là et toute cette influence
de la prise en compte de l'environnement qu'est née cette volonté d'introduire ou transloquer des ours de Slovénie. Et ça a été fait à partir de 1997 et 2006, où il y a eu des renforcements justement de population, où en fait entre ces différentes années, donc ces 10 ans qui se sont écoulés, on s'est aperçu que effectivement la population se mettait à augmenter, d'où le renforcement de 2006. Les deux premiers, c'est Ziva et Melba, c'est ça moi j'avais vu c'est ça. Et j'ai vu 2004, 1er novembre, c'est un chasseur qui abat la dernière ours de souche pyrénéenne. Canel. Canel. Canel de 64. Et ça, c'est côté français ou est-ce qu'il en reste côté espagnol? On parle que côté français. Et côté espagnol, on sait s'il en reste? Ah, mais il y en a beaucoup plus. Pourquoi ne pas avoir choisi de réintroduire des ours du côté espagnol sur le côté français? Pourquoi être allé en chercher en Slovénie? C'est plutôt un problème politique, plutôt qu'un problème d'avoir écouté des naturalistes. Là aussi, cette réintroduction, c'est un problème qui s'est décidé politiquement. Ça a parlé à personne, on a imposé des ours. C'est un problème effectivement de concertation, c'est l'essence même de ce contexte, de ce sujet. On pourrait citer Farid Benamou, qui l'a bien expliqué dans sa thèse, justement orientée géopolitique. C'est que clairement, ces introductions, elles ont été faites sans concertation de l'enjeu qu'il pouvait y avoir en termes de conflits possibles, avec des activités humaines, de contact, et donc effectivement, tous les acteurs n'ont pas été concertés. Et là, pour le coup, j'ai pas envie d'extrapoler, il y a des livres qui traitent vraiment de ça, mais c'est vraiment, je pense, à un moment donné, comme l'a dit Alain, on a les personnes qui ont mis en place cette introduction d'ours, ont surfé sur une vague qui était un petit peu à la mode de justement s'occuper de l'environnement, de la biodiversité. Et mine de rien, c'est pour ça qu'il y a quand même ce volet politique qui rentre en ligne de compte. Et ça, il faudrait pouvoir l'étayer avec, comme je dis, la thèse de Farid Benamou en l'occurrence, des livres comme... Une question toute bête, moi on me dit qu'il y a des ours côté Pyrénées espagnoles. Moi qui suis pas spécialiste sur le sujet, je me dis mais les ours côté espagnol, ils doivent passer côté français de temps en temps. Est-ce qu'il y a de la mobilité? Ceux d'ici, ceux d'Ariège, Haute-Garonne, jusqu'au dans les Pyrénées-Atlantiques, ils sont aussi bien qu'en Sorita et de l'autre côté espagnol et côté français. Les autres qu'on parle d'Espagne, c'est pas cette partie de l'Espagne, c'est la partie tout à fait à l'ouest là-bas. En fait, les Cantabriques, c'est très loin en fait. Et c'est très loin les Cantabriques et c'est très différent comme habitat pour nous, c'est tout à fait différent. Et ils se sont développés plus vite. Une raison qui était un peu invoquée sur le plan environnemental, c'est qu'il y avait une ressemblance entre les paysages montagneux de Slovénie, le contexte montagneux et les Pyrénées. Moi j'ai été en Slovénie, j'ai été à un endroit où on les capture, j'étais présent pour les premières captures, j'ai passé 8 jours, c'est tout à fait différent, c'est des bois, le point culminant il est à 1800 mètres, je veux dire ça n'a rien à voir avec ici, ici on est au-delà et on a des barres rocheuses qu'ils n'ont pas eux là-bas, c'est tout à fait différent. Les ours là-bas ils descendent jusque dans les prés vers les maisons, ils sont mélangés aux loups et vous les voyez partout. On serait allé dans les Cantabriques, qui est même pas à 1000 km d'ici, Somiedo c'est à 700 km, ça aurait fait moins de bruit, on aurait une souche d'ours qui finalement se rapproche d'Ursus actos qu'on a dans les Pyrénées, et qui en plus de ça vit dans des milieux assez ressemblants aux Bouzerans, qui sont des milieux assez escarpés. Et là tu mets le doigt dessus, parce que la Slovénie, c'est pas forcément le même territoire. C'est déjà arrivé que dans des zones géographiques données, il y ait des espèces qui disparaissent. Alors du coup, c'est déjà arrivé aussi que ça disparaisse, comme pour là l'ours de souche pyrénéenne, du fait de l'activité humaine, du fait de la chasse, quoi. Question toute bête, pourquoi réintroduire l'ours? Sur le plan écologique, est-ce que il y a une justification, il y a des explications? Les grands prédateurs. Très utile. La particularité de l'ours, c'est que à l'inverse d'un loup qui est clairement un carnivore, un prédateur, qui va faire une action synégétique sur les populations d'ongulés d'herbivores, la particularité de l'ours, c'est que lui, finalement, il est quand même 80-90% herbivore. Et lui, sa grosse force, c'est un disséminateur. C'est-à-dire qu'il dissémine les graines. Et ça, c'est l'un de ses rôles et l'une de ses fonctions premières. C'est-à-dire qu'il est aussi un écarisseur. Il va manger les charognes à la sortie de l'hiver, donc des isards qui sont fait prendre ou des mouflons qui sont fait prendre dans des avalanches. Il va les manger. Il a différents rôles comme ça, ils ne lui sont pas forcément alloués, mais qui sont des rôles extrêmement importants au sein d'un écosystème. Parce que ce rôle de disséminateur, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis lui, il est réellement, parce que dans les excréments de l'ours, la moitié, c'est entier. Ouais. Parce qu'en fait, il est pas du tout digéré. Il les digère pas. Il digère pas, donc vous retrouvez des graines entières, des feuilles entières, vous retrouvez des gros trucs. Donc clairement, il transporte des espèces végétales en lui et il les transporte partout où il va. Et tu parlais tout à l'heure de mobilité, effectivement l'ours, et ça c'est un point qui est important à soulever, c'est que l'ours il n'a pas de frontières. Il est sur différents territoires, mais on va dire que les femelles qui ont des petits, qu'on appelle suités, elles vont rester dans des endroits
elles vont être bien moins mobiles que les subadultes ou les mâles, qui vont justement avoir des territoires plus lointains et un peu plus de mobilité. De quand date la dernière réintroduction d'ours? Les deux derniers, c'est Sorita et quand, je ne sais plus comment on l'appelle, c'était en 2018. Elles ont été lâchées dans le 64 et il y en a une, Sorita, elle est restée en France et l'autre, elle est partie de suite côté espagnol. Ah, okay. Et elle n'est jamais revenue en France. Sorita, qui elle, la première année avait fait 3 petits et qui ont été mangés par Rodrigue, un mâle qui les a mangés à la sortie de l'hiver parce que c'était la première hiver qu'elle passait ici. Elle ne connaissait pas elle ne s'est pas cachée. Et le mâle qui a voulu la sauter, il a mangé les petits et elle les a perdus, ces 3 petits. Que cette année, elle en a refait 3 et ils sont vivants parce qu'elle a su les cacher et protéger des mâles. Et l'autre, pourtant... Caramelita. Donc elle est toujours en Espagne et elle est suivie, mais elle aurait dû être, parce que quand on les fait venir de Slovénie, ils sont vus à l'échographie, voir si elles sont pleines. Parce que ça a toujours été, c'était un critère de ramener des ours pleines. Et on avait, à l'échographie, ils avaient dit oui. Et puis finalement, elle n'a jamais fait de petits, celle-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait combien il y a d'ours côté des Pyrénées français? Le chiffre officiel du ROM, de l'ORB, c'est 72 minimum. Alors c'est une fourchette qu'on rajuste chaque année parce que c'est difficile, hein, et surtout que maintenant on change le système de comptage, on va faire moins d'analyse, c'est un minimum. Après c'est difficile d'annoncer un chiffre exact, ça sera toujours très dur. Ici en Ariège, c'est pas possible de dire combien il y a d'ours? On sait que dans le secteur, il y a une 30 à 35 courses ensemble. Dans un secteur très petit dans l'Ariège. Parce qu'on arrête de les compter parce qu'on retrouve toujours les mêmes ADN. Dans la totalité des ours côté français, il y a pratiquement la moitié qui est en Ariège. Oui. C'est très concentré, ouais. C'est pour ça qu'à l'Ariège, il y a tous ces problèmes. S'ils avaient pu se séparer, partir plus grand... Et les réintroductions, en général, elles se font où dans les Pyrénées? On a fait différents mois. Bon, on a commencé à Arbas et à Mel, 31, au centre. Ça avait été choisi pour ça. Et les dernières, elles ont été faites dans le 64, là-bas, dans la vallée d'Aspe, carrément à l'opposé. Parce que là-bas, il y avait Néré qui tournait, il y avait Rodrigue, Néré, c'est là où il y avait Caniletto, dans le fils de Canel, qui était resté par là-bas, il manquait des femelles. Donc il y avait ces 3 mâles qui tournaient là-bas, comme nous voyez que là-bas, il a fallu mettre des femelles. Ceux qui décident, l'OFP, ont décidé de réintroduire 2 femelles là-bas. Mais il faut savoir que la seconde réintroduction d'ours en France, c'était avec Balou. Le premier, c'était Balou, je ne sais plus comment ça s'appelait l'autre. Quand on les a lâchés, c'était dans le 31, et il y en a un de suite, il est parti, il est allé en Ariège. Il s'est arrêté nulle part, il a filé directement dans l'Ariège. Et puis cet endroit-là où ils sont regroupés, c'est vraiment un biotope très très spécifique à l'ours, quoi. C'est magnifique, quoi. C'est fait pour lui, quoi. Et elles le savent. Et est-ce qu'on considère que là, on a une population viable dans les Pyrénées? Pour qu'une population soit viable, il faut qu'il y ait bien moins de consanguinité qu'il y en a aujourd'hui. En fait, on appelle ça un appauvrissement génétique. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que la population d'ours dans les Pyrénées soit viable du fait de sa pauvreté génétique. Et ce que certains scientifiques s'accordent à dire, c'est que dans l'état actuel des choses, s'il n'y a pas de renforcement de population, c'est pas viable génétiquement. Je pense que c'est la grosse problématique, c'est qu'il est nécessaire de renforcer les populations justement pour éviter cet appauvrissement génétique. Donc aujourd'hui, c'est la situation, elle est quand même assez critique, et d'autant plus que les activités anthropiques restant présentes et les morts d'ours de façon anthropique restant aussi présentes et actuelles, l'appauvrissement se fait. On a quand même tous les ans 10 ours supplémentaires depuis 4 ans maintenant, on augmente de 10 ours. La progression, elle est très linéaire. Moi, je pense qu'il faut poser la question différemment. C'est savoir combien sont prêts à accepter les éleveurs d'ours sur le territoire total. Parce qu'il faut arrêter de parler des ours de l'Ariège. On sait que c'est une verrue, l'Ariège, c'est un gros truc. Mais il faudrait savoir quelle serait la quantité qui serait prêt à accepter sur la chaîne des Pyrénées. En fait, c'est historique. C'est-à-dire que l'ours, il a toujours été présent, effectivement, sur la chaîne des Pyrénées. Le département du 65, partie Est, 31 et 09, on va dire ce chevauchement de 3 départements au niveau montagnard et très court et très imbriqué. Historiquement, c'est là où les populations d'ours ont été. Et inévitablement, la chasse, je veux dire, la chasse à l'ours, ça remonte, là on est aujourd'hui à Foix,
sans faire de raccrocher la partie historique avec Gaston Phébus, la chasse à l'ours, elle se fait depuis le Moyen-Âge. Elle a été chasse de nobles, elle a été chasse pour la viande, elle a été chasse pour la graisse, elle a été chasse pour le trophée, elle a été une chasse de trophée et touristique, c'est-à-dire que nombreux habitants des montagnes se sont mis chasseurs. À l'époque, le nom de braconnier avait encore une autre signification à celle d'aujourd'hui, mais étaient chasseurs guides et clairement avaient pignon sur rue, c'est-à-dire que c'était leur métier. Ils étaient chasseurs guides et ils amenaient les nobles ou les riches qui voulaient avoir ce trophée d'ours. Et donc la viande de l'ours était vendue dans les boucheries. On peut voir dans les Pyrénées encore des fêtes de l'ours, comme dans le 66 par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, on a la chasse, on a les fêtes de l'ours pendant le mois de février, où là clairement il y a ce lien fort et et amical de l'ours. Et ouais, parce qu'en fait cet individu, si on parle de Jean de l'ours, ce qui est quand même important de dire, c'est que cet individu ours, il est présent dans les Pyrénées, il est présent en Ariège depuis tout le temps et il est à côté de nous depuis tout le temps. Donc on peut vraiment dire qu'au sein de l'Ariège, il fait partie de l'Ariège. En fait, j'ai envie de dire, il fait partie du paysage. En septembre 2021, j'avais vu que la France avait reporté le programme européen Life Ours Peer, donc qui était doté pour 2021-2027 d'un budget de 8 millions d'euros, aux 3/4 financé par l'UE. Et à l'époque, j'avais vu que des élus qui étaient soutenus par la présidente socialiste du conseil départemental et le président de la fédération pastorale ariégeoise, j'avais vu que des élus avaient exprimé leur opposition sur ce dossier en précisant, ce qui m'intéresse c'est les mots qu'ils utilisent, que ça institutionnalisait la cohabitation de l'homme et de l'ours. Nous y sommes opposés sur le fond car nous savons que la cohabitation n'est pas possible mais nous contestons aussi la forme. Est-ce que pour des gens qui ne maîtrisent pas du tout le dossier, qui le découvrent, vous pouvez expliquer pourquoi la question de l'ours cristallise autant dans les Pyrénées et en particulier dans l'Ariège? C'est-à-dire que depuis tout temps, l'homme il a eu de cesse que de vouloir dominer la nature. Le prédateur, enfin le grand prédateur, et comme pourrait l'être l'ours, le loup et le lynx en France, sont clairement la difficulté à asservir la nature. Et c'est pour ça que je pense... Ça me fait plutôt penser à quelque chose de philosophique et d'éthique. Cette domination de l'homme sur la nature, on ne peut pas l'asseoir sur une espèce aussi emblématique que l'ours. Et je pense qu'il doit y avoir une... Par l'inconscient ou sur, sous-jacente sur justement cette domination non possible. Après, il y a beaucoup d'écrits aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est philosophique. Et moi, si je donnais mon avis, je pencherais là-dessus, sur le fait de ne pas pouvoir dominer. Et là, on outrepasse la politique et autres. C'est des choses qui nous régissent aujourd'hui. Ça n'engage que moi. Moi, je vais parler de Life Ours, comme vous avez parlé du programme Life Ours qu'on a abandonné. On a fait quand même partie de ceux qui n'étaient pas d'accord sur ce programme parce qu'on n'a pas du tout été invités. Ça ne s'est fait qu'avec une minorité de gens de l'Adréal, c'est l'Adréal Occitanie qui l'a décidé, avec certaines associations, parce que c'était pour toucher les subventions. Ils allaient toucher les fameux 8 millions. Donc DREAL, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est des services déconcentrés de l'État qui sont sur les questions environnementales et aménagement. D'aménagement du territoire. Et donc, on n'a pas été d'accord parce que, d'abord, on n'en a pas parlé encore une fois avec les politiques, on avait cette expérience de la réintroduction qui a été mal faite. Et là, c'était la même chose. On nous a présenté un truc, on nous a dit que ça y est, il y avait un programme là, qu'il y a certaines associations qui vont toucher des sous, d'autres non. Et les politiques n'étaient pas au courant, les éleveurs n'étaient pas au courant, personne n'était au courant. Et on nous a pondu ça un jour. Et bien sûr, on a été con, ça s'est pas fait, ils ont perdu 4 ans parce que c'est reporté de 4 ans. Ça se fera un jour, il faut l'espérer, hein. On n'est pas contre. Mais déjà, la protection de l'ours dans les Pyrénées nous coûte 11,5 millions tous les ans. Si là, on reparle de 8 millions de plus, ça va faire beaucoup. Si ça part sur une mauvaise méthode, c'est pas terrible. Donc il faut bien savoir où on va, comment ça va être donné, et que tout le monde soit d'accord, que tout le monde s'y retrouve. J'avais vu qu'en juin 2021, il y a une marche blanche pour l'ours qui était organisée par l'ASPAS qui visait à protester contre la mort d'un ours 11 jours après l'acte de braconnage et à dénoncer la complaisance des autorités avec les éleveurs. Donc la marche a été interdite par arrêté de la préfète de l'Ariège. Vous pouvez décrypter un petit peu ce volet-là du rapport entre la question de l'ours et les éleveurs? Quand il y a eu cette mort, c'est sur l'estive de Girac, c'est l'ours gribouille qu'on a retrouvé mort. Alors, je suis désolé, mais pour les gens qui ne maîtrisent vraiment pas le vocabulaire, en 2 mots, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est une estive? Et l'estive, ce sont des endroits en montagne où l'été, on monte les animaux pour paître, parce que l'herbe elle est fraîche et elle est de très bonne qualité, parce que dedans on y trouve de la réglisse, tout un tas de trucs qu'il n'y a pas en bas et qui est très nourrissant pour les animaux. Et donc disons que quand il s'est passé ce truc, on a trouvé cet ours 4 jours après mort, on ne savait pas ce que c'était, et Mme
Madame Teki elle a prononcé à la télévision le jour même, au sujet de cet ours, il faut que la montagne reste muette. Et je ne veux pas que sache qui, en tout cas, elle a dit ça directement. Donc c'est une entrave à la justice, je lui ai dit, donc j'étais voir la préfète, c'est moi qui ai monté le dossier avec la préfète, elle a voir dire qu'on allait faire une manifestation, donc elle m'a dit attendez, je vous donne la réponse et ça, et le soir elle m'a téléphoné en me disant que j'avais pas le droit de manifester. On est parti dans la nuit à Toulouse au tribunal administratif, on a pris un avocat dans la nuit, on a expliqué tout ça, comment ça s'était passé et tout, et le tribunal administratif a cassé l'arrêté de la préfète. Donc la préfète, elle m'appelait pour que j'aille voir les renseignements généraux avec eux pour monter la truc. Et je m'étais engagé qu'on ne salisse rien devant, qu'on ne casse pas, ce que ça suit. Et alors on a fait une marche blanche, on a fait 200 personnes à peu près. Et justement, en face de nous, se sont mis les anti-ours, les durs, sur la place devant le café là-bas pour regarder ce qu'on faisait. Donc ils avaient mis des gendarmes entre. Pour ça, on ne pouvait pas laisser dire ce que avait dit Madame Teki, la montagne doit rester muette. C'est pas possible, on vient de tuer une espèce protégée. C'est une porte ouverte à ce que ça se refasse, quoi. Édouard, tu veux compléter? J'étais toujours sur ta question tout à l'heure de la coexistence ou non et de la proximité entre l'ours et le milieu ariégeois et la montagne ariégeoise. Je reste là-dessus parce que je pense que c'est là le cœur du sujet, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et effectivement l'ours a mangé quelques brebis et ça se dit dans l'histoire, personne ne s'en est jamais caché. Je pense que ce défi de domination, c'est bien ça qui anime aujourd'hui les foules. Alors bien évidemment, et d'une façon dramatique, l'élevage dans les Pyrénées est de plus en plus dur pour beaucoup de facteurs, je pense, et j'ai bien peur, et là je recite d'autres personnes, et j'ai bien peur qu'aujourd'hui l'ours devienne finalement un bouc émissaire d'une situation difficile au sein d'une activité traditionnelle, et je pense que c'est bien dommage parce que l'ours aujourd'hui il pourrait être clairement utilisé par son image et par son emblème pour justement développer un territoire et je trouve ça aujourd'hui tu dis quoi que la profession elle souffre d'autres maux et qu'en fait on ne les traite pas parce que ça fait un peu écran cette question. Je pense que c'est pour ça que je dis que l'ours c'est peut-être un bouc émissaire. C'est-à-dire qu'en fait l'élevage aujourd'hui, il y a eu de multiples lois, et en l'occurrence la loi dite pastorale de 72 qui a été vraiment là pour réinsuffler un vent nouveau dans cette activité traditionnelle et justement d'élevage extensif en montagne. Et je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment une difficulté. Alors il faudrait aussi peut-être interroger les éleveurs et voir comment leur métier, en faisant abstraction de l'ours, est aujourd'hui en termes de difficultés ou de gains économiques. Mais je pense que l'ours, c'est un petit peu, comme on pourrait dire, l'arbre qui cache la forêt. Je pense qu'aujourd'hui, c'est cette difficulté, et aujourd'hui, il a ce rôle, et je pense que c'est un très mauvais rôle, parce que tant qu'il y en aura, en fait, tous les maux viendront de lui. En fait. Je ne veux pas faire trop de raccourcis, mais moi, je le visualise comme ça. La viande d'agneau ici, elle se vend les gens mangent de moins en moins, et puis quand ils vont acheter de l'agneau en grande surface, ils trouvent de l'agneau qui vient de je ne sais pas où, il y avait des kilomètres. Et aussi aux dépens des éleveurs français. Ça c'est complètement aussi par des éleveurs français. C'est tout à fait là. Le problème il est là parce qu'il y a un peu quand ils vendent un agneau, maintenant ils ont du mal à le vendre à 100, 120 euros. On voit des prix, vous regardez le Bon Coin, moi je regarde tous les jours, on trouve des agnelles de tarasconaises, 100 euros, même des fois moins, des troupeaux pour je ne sais pas combien, la viande a bien diminué. Et on s'aperçoit que la viande, elle est, même en prenant le bateau, elle vient de l'autre bout du monde et elle est à la vente moins chère que la viande qui est faite par des producteurs français, ariégeois, qui ont un métier qui est dur, parce que c'est un métier qui est dur, qui est physique, qui est intellectuellement difficile, de par la pression, de par la vente, en fait, de par tout ce qui peut les entourer. Et effectivement, je pense que là, l'ours, il paye le triple de tout ça. Petite pause avec des sons d'un élevage en Ariège.
J'en profite pour retracer un propos que m'a formulé Edouard après l'interview, mais malheureusement je n'enregistrais pas à ce moment-là, puisque l'entretien pour le podcast était terminé. Il m'a notamment évoqué la dimension réductrice du mécanisme d'indemnisation aux bergers qui existe en France. Comme il me l'a expliqué, la plupart des gens qui ne maîtrisent pas bien le sujet vont considérer que ce mécanisme d'indemnisation est largement suffisant, il se suffit à lui-même. En gros, une brebis tuée, une indemnité derrière, cela doit bien suffire. Or, pour les bergers, bien souvent, une brebis tuée n'est pas juste une brebis tuée. En gros, une brebis tuée, c'est potentiellement du stress sur le reste du troupeau. Potentiellement, ce peut être 2 brebis tuées, si la brebis attaquée par l'ours était enceinte par exemple. Dans le reste du troupeau, le stress engendré par une attaque peut avoir des conséquences, y compris sur la grossesse d'autres brebis ou sur leur santé. Une brebis tuée, c'est potentiellement la disparition d'une brebis qui avait un rôle social important dans le troupeau, qui savait conduire ses congénères dans des zones pastorales riches en herbes par exemple, ou dont la présence rassurait les autres brebis. Enfin, une attaque d'ours peut aussi avoir comme conséquence que les brebis soient réticentes à se rendre dans la zone de l'attaque, même si elle est riche en herbes, du fait du stress engendré par la mort de l'une d'elles à cet endroit. Voilà, et je voulais tout de même essayer de résumer un peu son propos car je trouvais cette réflexion intéressante et j'aurais trouvé dommage qu'elle ne se retrouve pas du tout dans l'ensemble du podcast. Il y a eu le rapport de 2022 qui est sorti par rapport aux populations ursines dans les Pyrénées. En 2022, 291 attaques de brebis. Ça veut pas dire 291 brebis mortes. Non, c'est 291 attaques. D'accord. Mais ça veut dire davantage possiblement de morts, mais parce qu'il y a des dérangements et autres. Et il y a aussi des chiffres, mais là je pourrais pas te donner la source, mais c'est des chiffres qui tournent. Sur l'ensemble des Pyrénées, c'est peut-être pour 2022, tu m'arrêtes si je me trompe, 10 000 brebis mortes, toutes morts confondues, pertes et autres. C'est-à-dire que l'ours... On arrive à ramener ça par rapport au nombre de brebis total, par exemple ? 180 000 brebis, je dirais. Ce qui tue aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, le plus de brebis dans les Pyrénées, c'est l'ours, alors que pas du tout. Il faut le prendre par estive. Une estive où il y a 2000 moutons, mettons. Si elle est bien gardée, elle a de mortalité 25 à 50 moutons tués par un ours, à peu près. Si elle est mal gardée, si on a des rochements, ça peut remonter jusqu'à 200. Mais de mort naturelle, ils reconnaissent, les éleveurs, 8% de mortalité. Il y en a plus qui sont mortes parce qu'elles sont montées, elles étaient en mauvais état, ou elles ont attrapé quelque chose, elles toussent, ou ci, ou là. Elles se dérochent, elles tombent, et ça arrive tous les jours. On trouve des brebis qui tombent toutes seules. On passe à des endroits aussi qui sont pas très bons, et les cailloux ne tiennent pas tous les jours. Surtout maintenant, la sécheresse, on voit de plus en plus d'éboulements, et donc la montagne est dangereuse pour nous. Des attaques de foudre ou des attaques de chiens sauvages aussi. Oui. Qui faisaient... Alors, chiens errants, ils rentrent justement dans ce nombre de brebis qui ne reviennent pas parce qu'il y a énormément d'attaques de chiens errants. Parler tout à l'heure par rapport à comment ça se passe une attaque, comme tout prédateur, il se sert de son environnement, il se sert de ce qui l'entoure, l'ours. Ça veut dire que tu vas souvent voir des attaques quand il y a de la brume, dans des endroits vraiment très escarpés, dangereux, là où lui il va pouvoir arriver, ne pas forcément se faire sentir et attaquer de cette façon-là. Donc il va jouer avec le dénivelé, l'environnement, le climat, la météo. L'absence de défense électrique. Exactement, l'absence de protection. Les brebis non récupérées. Parce que le soir, ils ne peuvent pas récupérer automatiquement toutes les brebis. Il y en a qui restent assez éloignées. Ouais, bien sûr. Et celle-là, en priorité, il va se servir là. Il n'est pas idiot, il va pas aller au milieu des chiens. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a l'éleveur, c'est le propriétaire des brebis, qui les garde toute l'année, donc il les a en plaine tout au long de l'année, et quand le fourrage vient à manquer en plaine, il envoie donc ces brebis en estive par le biais de bergers, anciennement appelés pâtres, et donc ces bergers ont la responsabilité des brebis durant toute l'estive. C'est pour ça qu'il y a vraiment deux personnes qui sont vraiment importantes à mettre en avant. Et donc effectivement, ces bergers en estive pratiquent différentes techniques de garde, et en l'occurrence l'escabote. L'escabote, ça veut dire que sur une estive qui va faire quasiment des milliers de kilomètres ou de centaines de kilomètres. Entre 4000 et 9000 la plus grande. Voilà, en mètre carré. Donc c'est énorme, avec des dénivelés hyper importants. Donc c'est un métier qui est très physique. Il n'a pas la capacité tous les soirs de regrouper toutes les brebis dans des parcs de protection. Donc il en laisse un petit peu à gauche à droite. Ils sont plus vulnérables. Et elles sont forcément plus vulnérables parce qu'elles n'ont pas trop de présence humaine. Et l'ours, il le sait très bien ça, et il vient. Est-ce que c'est aussi parce que l'ours manque de proies accessibles, de proies ici dans la région? Moi je dirais oui, parce qu'on chasse maintenant. Avant on chassait à camp pleine ou jusqu'à moyenne montagne. Ouais. Et maintenant avec les nouvelles carabines qu'ils ont, les 4x4 et tout, maintenant on les voit monter très haut, les chasseurs, et on les voit chasser à plus de 2000, 2500 mètres. Que si on laissait tous ces ongulés qui traînent là-haut, tranquilles,
l'ours, il aurait assez de protéines. Là, Oui, parce qu'en que fait, entre les petits, ceux qui se blessent, ceux qui sont malades et tout, ils ne mangent pas beaucoup de protéines. Il en a besoin à la sortie au printemps quand il sort de l'hivernage et à l'automne pour faire des graisses pour passer l'hiver. Il a 2 périodes. Après, le restant du temps, c'est pratiquement que des fleurs, des myrtilles et de l'herbe. On l'a vu brouter, hein. Il mange tout. Et alors à l'été 2021, j'avais vu qu'il y avait un berger ou un randonneur, un berger qui avait été attaqué, ça avait fait énormément de bruit. Alors, est-ce qu'il y a des cas de randonneurs ou de bergers qui sont personnellement attaqués par l'ours? Il y a eu deux cas. Il y a eu ce gars, ce berger qu'on connaît, qui était sur l'herbe soulette, l'estive. Une estive qui est un peu spéciale. Tous les week-ends, ils se retrouvent tous les éleveurs pour faire la fête là-haut. Alors moi, je suis resté un peu perplexe sur l'idée de l'attaque. Est-ce que c'est parce que c'était quoi? J'ai vu la formule charge d'intimidation pour l'ours. Tu peux expliquer en 2 mots ce que c'est exactement? Il a dit qu'il était sorti de la cabane, qu'il avait avancé, il avait vu l'ours là-bas, il avait crié pour avancer, et quand il a été assez loin de la cabane, l'ours a essayé de, comme ils font les ours, ils intimident toujours, il y a un petit élan en fait, une charge d'intimidation, c'est pas une attaque. C'est pas une attaque. Ouais. Et lui, il est parti en courant, il nous a dit. Après, il y a eu ce problème qu'on connaît. Après, il y a eu le problème d'un jeune qui était à Sexe, qui courait et qui aurait été galopé par un ours, mais l'ours s'est arrêté, pareil, c'est une charge d'intimidation, il n'y a rien eu, il est rentré, il a eu peur, il a dit, c'est une charge d'intimidation parce qu'il courait. Ce qui est important à mettre en avant, sans remettre en question les dires de ces bergers, de tout ce qui a été dit, juste ce qui est important de dire, c'est qu'un ours, ça peut quasiment en pointe aller jusqu'à 50-60 km/h. Ouais. Donc déjà, en pointe, c'est très difficile de semer un ours. Ça, c'est le premier point. Après, en termes de sensibilisation, ce qui est important et ce que vraiment nous disent, en l'occurrence l'OFB, c'est dès l'instant où on croise un ours, l'ours, il a une très mauvaise vue, mais il a une très bon odorat. C'est-à-dire que la première des choses que l'ours va faire quand il va croiser un humain, c'est se dresser sur ses pattes. Il va se dresser pour avoir, entre guillemets, une meilleure vision, plus haute, et un meilleur odorat. Ça lui permet de fixer une image sur une odeur. Et là, pour le coup, les scientifiques en sont d'accord. L'ours, c'est très bien déterminer l'odeur d'un humain. Et ce qui est très important, c'est que dès l'instant où on se sert de cette interview pour justement avoir cette tribune ouverte et dire qu'il est important de se présenter à l'ours, de dire qu'on est là, de parler. Enfin, là, c'est facile à dire, mais peut-être pas facile à faire quand on a l'ours devant, mais c'est important de se présenter et de jamais partir en courant. La seule chose à faire, c'est de reculer face à l'ours. Dès l'instant où il voit une entité qui va bouger et qui va bouger de façon rapide, pour lui, c'est un acte de prédation qui va rentrer en ligne de compte dans sa tête. C'est-à-dire que dès l'instant où il va voir quelque chose de fuir, pour lui, ça va déclencher une attaque. Et c'est vraiment ce qu'il faut se dire. C'est-à-dire qu'on doit rester, garder son sang-froid, parler, s'annoncer et si jamais reculer mais face à lui. Donc on marche en reculant doucement. Et effectivement, comme l'a dit Alain, les charges d'intimidation, c'est vraiment, il va passer, il va quasiment dessiner un arc de cercle. Et effectivement, ensuite, la femelle suitée, comme toute mère, sans faire trop d'anthropomorphisme, mais comme toute maman qui a des petits, elle va les protéger. Voilà. Juste pour précision, de 2010 à 2020, sur le seul versant français, on dénombrait au moins 23 randonneurs ou chasseurs blessés, pour la plupart grièvement et un tué par des bovins en estive. C'est un recensement qui est loin d'être exhaustif parce qu'il est tiré de la presse et il ne prend pas en compte du coup les très nombreuses charges qui n'ont heureusement pas fait de victimes, ni les éleveurs attaqués par leurs propres bêtes. Ce sont des statistiques de la MSA. Et du coup, ça permet aussi de relativiser parce que personne n'a jamais dit qu'il fallait retirer les bovins en estive des Pyrénées et pourtant ça fait beaucoup plus de blessés. Juste une petite précision avant de passer à la question suivante. Il me semble, Alain, que c'est toi qui as tout à l'heure mentionné le dérochement. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est en quelques mots? Le dérochement, on va prendre un cas particulier, le plus gros qu'il y a eu ici maintenant 5 ans. 2018, ouais. C'est l'île de Sénart. C'est vers le lac de la Parang, au-dessus, un endroit difficile d'accès où il n'y a jamais de tourisme. Et l'éleveur a sa cabane en bas, et la journée, il envoie les brebis en haut, tout à fait en haut d'une falaise, qui est un sommet, qui est une crête, tout à fait là-haut. Et le soir, il ne les regroupe pas en bas. Il ne faisait jamais de regroupement. Mirouz, ses 2 frères, ils travaillaient en famille, ils ne regroupaient pas, donc ces brebis étaient là-haut. Et dans la nuit, il s'est passé quoi? Il y a une brebis court dans une falaise, toutes elles suivent, et elle tombe en bas de là, c'est une grande falaise.
falaise. Il y a 262 brebis qui sont tombées. Elles ont été expertisées toutes par... J'avais vu le chiffre de 700 brebis, mais alors c'est peut-être... Non, 260, c'est le maximum. C'est le maximum. Donc ces 262 brebis, elles ont été expertisées par le NCFS à l'époque, c'était pas l'OFB encore. Ils n'en ont trouvé aucune avec des traces d'ours. Donc on ne sait pas si c'est un ours qui les a fait fuir en galopant, si c'est un sanglier qui est passé qui leur a fait peur, ou des chiens vers, comment ça s'appelle, le plateau de Beille. Il y a un ours 2 jours avant qui avait été photographié. Donc il y avait bien présence d'ours dans ce coin quelque part. Donc du moment qu'il y a présence d'ours, on a dit on va lui indemniser. Et il faut savoir que dans un cas comme ça de dérochement, les indemnisations de l'État, c'est énorme. Alors, on va être extrêmement factuel et on va parler de ce qui était mis en place justement par l'État. Ok. À savoir, alors anciennement les triptyques, maintenant on va dire que c'est des doublons de protection. Anciennement le triptyque de protection, c'était donc un berger, des chiens de protection et des parcs de nuit surveillés et électrifiés. Aujourd'hui, on va dire que ça a été un petit peu assoupli parce que selon les estives, c'était assez compliqué de pouvoir avoir à la fois le berger, le parc de protection électrifié et les chiens. Et alors en l'occurrence, j'ai vu en préparant l'entretien que la quasi-totalité des estives en Ariège, elles ne pratiquent pas ce triptyque. Justement. Exactement. Et c'est en fait la problématique, c'est-à-dire que effectivement le triptyque, c'est ce qui a été mis en place et ce qui est étudié pour mener à bien l'opération de entre guillemets coexistence, cohabitation ou au moins qu'il y ait le moins d'interaction possible entre l'ours et les troupeaux domestiques. Plusieurs problématiques rentrent en ligne de compte, à savoir les problématiques sanitaires des brebis qui sont regroupées en un lieu précis tout au long de l'estive et tout au long de la saison d'estive. Une problématique de terrain, comme on le disait tout à l'heure, les estives sont de plus en plus grandes avec de plus en plus grands troupeaux, ce qui fait que le rôle du berger est de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile de pouvoir mener ses brebis sur les estives et pouvoir les parquer le soir. Une problématique aussi climatique qui fait que on se retrouve avec des saisons parfois de plus en plus chaudes, ce qui fait que les saisons étant de plus en plus chaudes, on s'aperçoit que, c'est ce qui se dit, les bergers en tout cas s'aperçoivent que certaines brebis finalement s'alimentent plus la nuit que la journée, donc difficilement parquables la nuit. Ça, c'est un des arguments qui est mis en avant. Ce qui est vraiment important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, là où les bergers mettent en place les moyens de protection qui leur sont alloués, et d'ailleurs que la fédération pastorale veut bien mettre en place de par les audits qu'ils font sur à la fois la partie foncière qui est importante dans le pastoralisme, la partie équipement, la partie chiens de protection et autres. Donc effectivement, on s'aperçoit que ceux qui mettent tout en place ont moins de problèmes que les estives qui ne suivent pas les préconisations de rigueur. Les estives qui ne veulent pas prendre en compte les préconisations faites par l'État sont souvent des estives où la présence de l'ours n'est pas tolérée, et justement la mise en place de ce type de protection sous-entendrait l'acceptation de la présence de l'ours. Il y a des aides du coup par exemple pour se doter de chiens patous, pour acquérir une grille électrifiée, etc. Exactement. Il y a des aides pour donc les chiens de protection. C'est 380 € pour un chien, pour acheter un premier chien. Et après, il y a la pastorale pyrénéenne, qui est une association qui dépend de la DREAL, 100% de la DREAL, qui elle fournit des chiens d'appui et des bergers d'appui aussi. Et qui a un élevage aussi de chiens. Et qui font des élevages qui font un élevage de chiens. En 2022, j'avais vu que le tribunal administratif de Toulouse avait statué sur l'éventuelle suspension de l'effarouchement de l'ours dans 6 estives ariégeoises dans le Couserans, à l'ouest du département. L'ASPAS a une posture par rapport au principe de l'effarouchement. Alors, c'est extrêmement d'actualité. Les arrêtés ministériels, on les attaque. On s'associe aux autres PNE quand il y a un arrêté ministériel qui est pris pour faire systématiquement de l'effarouchement sur des estives bien précises, où il y a vraiment des ours. Ceux-là, on les attaque avec les autres. Mais sur les estives individuelles, quand c'est un ours qui a été vu au moins 3 fois de suite pendant tous ceux qui s'en suivent, là, on fait au cas par cas. On prend la décision d'attaquer ou de ne pas attaquer. On fait au cas par cas. En fait, quand on dit attaquer, c'est pas attaquer l'ours. Non, j'ai compris. C'est attaquer l'arrêté. Non, mais l'objectif, c'est vraiment ça. Et effectivement, l'ASPAS aujourd'hui se positionne dans le non létal. Il y a différents degrés d'effarouchement, que ce soit effarouchement visuel, sonore et autres, comme ça peut être utilisé. Effectivement, ça peut s'étudier et, comme a dit Alain, au cas par cas. Et il y a aussi une notion qui est importante, c'est dès l'instant où on est dans le cas d'une femelle donc suitée, donc avec des oursons, on a un positionnement qui est clair, c'est-à-dire que là, vraiment, et ça rejoint aussi la dimension de viabilité de la population oursine. Au maximum possible, on mettra tout en œuvre
œuvre pour éviter qu'il y ait des interventions qui soient faites et justement jusqu'au létal sur des ours suités. Sur la question des compensations qui sont prévues en cas d'attaque d'ours sur les troupeaux, est-ce que l'un de vous deux peut expliquer donc, qu'est-ce qui est prévu et comment on peut faire reconnaître une attaque, et du coup ça permet aussi d'introduire l'OFB qui est un acteur qu'on mentionne depuis tout à l'heure mais qu'on n'a pas encore présenté. Un exemple, une estive. Il y a 1000 moutons. Il y a eu une attaque un jour, il y a un mouton qui a été tué. C'est le berger qui fait l'expertise tout seul. C'est-à-dire il fait une photo, il prend le point GPS où il y a le cadavre et il fait sa demande d'indemnisation. La seconde fois, pareil, s'il y a toujours qu'une brebis ou deux. Quand ça arrive à 3 brebis, c'est qu'il a fait 3 expertises lui-même, le berger, c'est l'OFB qui monte. Et l'OFB monte aussi quand il y a plus de 5 brebis d'un seul coup. Si le berger dit « cette nuit j'ai eu 5, 6, 7 brebis mortes », dans ces cas-là, c'est pas le berger qui fait l'expertise, c'est directement l'OFB. Donc cette année, il y aura 4 plus 2, ils seront 6 experts pour monter. Mais les premières expertises, c'est le berger qui est donné. Ça marche pas trop mal, hein. Ça soulage un peu l'OFB parce que c'est des périodes. Hein. C'est au début du printemps, quand elle va monter, du 15 mai au 15 juin, c'est la grosse période. Et après à l'automne. Du coup, OFB, tu peux juste présenter en 2 mots ce que c'est ? C'est l'Office français de la biodiversité. Donc c'est un organisme public ? C'est l'ancienne ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui a changé de nom et qui est devenu l'OFB et qui a changé de ministère aussi. Il est passé au ministère de l'Agriculture. Et du coup, c'est de combien une indemnisation pour une brebis morte ? Alors, avant, on donnait 160 € à l'éleveur et on donnait 160 € d'indemnisation au berger qui avait été la voir, qui avait fait le déplacement. On lui a donné une prime au déplacement. On l'a supprimée depuis 2 ans, cette prime, parce qu'on s'est aperçu qu'il y en a qui en profitaient, qui ajoutaient des trucs dont on ne donne plus. Mais par contre, on donne une prime quand il y a eu une attaque, on paie la brebis et on donne un peu, quand ils vont toujours dire qu'il y a eu du stress sur l'ensemble du troupeau, donc il y a une petite indemnisation. C'est-à-dire, en gros, une attaque, ils peuvent toucher 300 pour une brebis, 300, 320 sur une simple brebis. Par contre, sur un bélier de race, il y a des tarifs là aussi, parce qu'il y a des béliers qui sont très cotés parce que c'est de bons reproducteurs. Et là, ils sont cotés jusqu'à 500, 600 € et il y en a certains qui demandent davantage. Et pareil, quand c'est sur les équidés, quand c'est un vrai cheval de Mérin plein papier, c'est indemnisé plus que quand c'est un simple poulain, et ainsi de suite. Hein. Il n'y a pas que des moutons, hein. Il y a les équidés et il y a les bovins. Hein. Si je vous parle du protocole ours à problème, vous pouvez présenter vite fait ce que c'est ? En fait, le protocole ours à problème, c'est clairement la mise en place d'une réaction de l'État face à des événements qui iraient à l'encontre des activités humaines. Donc, en l'occurrence, un ours à problème, c'est un ours qui va faire de multiples attaques sur les troupeaux, qui va avoir des attitudes très proches des habitations, qui va descendre dans les habitations, dans les vergers, dans les villages. C'est ça, le protocole ours à problème, c'est la gestion de ce type d'ours qui vont avoir des attitudes qui ne sont pas habituelles. C'est Goyat, le seul qu'il a eu, qu'ils n'ont jamais pu attraper, et depuis on n'a plus de nouvelles. C'est bizarre, là on s'étonne aussi que peut-être il y aurait eu du braconnage sur cet ours, parce qu'il était vu en moyenne 20 fois tous les ans, entre les appareils photo et les prélèvements de poils qu'on fait, et là l'année dernière il a été vu une seule fois au mois d'avril, et depuis on n'a pas de nouvelles. Et c'est ce fameux ours qui a réussi à rentrer dans une bergerie. C'est la seule fois où un ours il a réussi à descendre et rentrer dans une bergerie et tuer 5-6 brebis dans une bergerie, casser la porte. Effectivement, c'est par rapport à ce type de situation. Alors la finalité de l'ours à problème, c'était la finalité qui était mise en avant, c'était la mort. La possibilité de le tuer si on estime. Ça, c'est à la discrétion de la personne qui voit l'ours. C'est à la discrétion normalement de. Alors, ce qui est un peu. C'est qu'en fait, c'était par rapport à des groupes de travail qui avaient été mis en place auxquels on n'a pas eu les bilans de ces fameux groupes de travail. Et en l'occurrence, le groupe de travail ours à problème, on n'a pas eu réellement le bilan et ce qui va être pris en compte par rapport justement à ce type de situation. Donc, on doit avoir une réunion le 9 mai, justement, avec le préfet en charge du dossier ours et qui va logiquement, ou au moins avec lequel on va pouvoir aborder quels sont les bilans de ces groupes de travail. Donc, quels vont être les critères de choix pour définir l'ours à problème, et une fois que l'ours à problème est défini, quelles vont être les mesures mises en place pour soit le tuer, soit le transloquer, soit le capturer pour le transloquer, le déplacer physiquement, ou bien le tuer.
Et en fait, l'ASPAS, c'est une APNE, donc c'est une association de protection de la nature. Donc on est pris en compte de cette façon-là par les organismes et établissements publics, donc organismes de l'État et établissements publics. Et à ce titre, on a le droit de citer dans ce genre de groupe de travail. La fonction de l'ASPAS, c'est justement de pouvoir avoir parole et donc tribune pour défendre, comme on l'a dit, l'ASPAS c'est une association de protection de la nature. En tant qu'association de protection de la nature, on a le droit de citer et de dire effectivement quand on n'est pas d'accord, ou parler de concertation, de communication, de sensibilisation pour avoir finalement une acceptation. Et là pour le coup, et le volet ours, c'est vraiment avoir une acceptation des populations locales, des activités économiques du territoire, de participer à ce groupe de travail, mais également aussi de faire de la sensibilisation. On est complètement souverain dans notre fonctionnement, qui nous permet d'avoir justement une voix non dictée et clairement en adéquation avec notre positionnement. Tu peux parler du réseau Ours Brun? Le réseau Ours Brun, qui est coordonné par Pierre-Luigi Lemaître de l'OFB, c'est un protocole de suivi scientifique. Et le rôle d'un protocole de suivi scientifique, c'est justement d'être ouvert le plus possible, donc à la fois avec des organismes d'État, comme l'OFB, mais également avec des associations de protection de la nature ou des associations de chasse, des ACCA, des ACI, des associations diverses peuvent avoir accès à ce type de protocole via une formation qui est donnée sur 2 jours. Dans cette formation, justement, on apprend à pouvoir différencier des traces d'ours ou d'autres mammifères, faire des protocoles de suivi avec des récoltes de données, que ce soit des poils, des excréments. Ça nous permet d'être justement au fait et intimement lié à ce protocole de suivi, et donc intimement lié à la présence de l'ours. J'avais vu que en préparant l'entretien que la question de la conciliation entre pastoralisme et présence de l'ours au sein du massif pyrénéen, c'est au cœur des travaux d'une instance de concertation qui s'appelle Pastoralisme et ours, qui est pilotée par le préfet de la région Occitanie. Donc ça réunit services de l'État, élus locaux, représentants de la profession agricole, acteurs associatifs. Je suppose que l'ASPAS est dedans. Oui, c'est le 9. C'est là où on va le 9 mai. Ouais, d'accord, ok. Et du coup, un des objectifs de l'ASPAS, c'est de remettre les gens autour de la table. Est-ce que cette instance, elle le permet? Et se remettre autour de la table, est-ce que ça veut forcément dire réussir à dialoguer? Elle le permet, elle pourrait le permettre. Le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui le boycottent. Si vous voulez, vous avez des jeunes agriculteurs et la FNSEA qui, il y a plus de 5 ans, qui ne viennent plus. Mais parce qu'eux, ils considèrent que ce type d'instance va acter qu'on peut cohabiter entre humains et ours. Donc ils vont acter effectivement la présence de l'ours, et donc ils vont cautionner, qu'ils vont entre guillemets accepter. Il y a quand même vraiment un désaccord de principe qui rend le dialogue hyper compliqué, quoi. Ah oui, il ne participe plus à aucune réunion du GPO. Effectivement, c'est le dialogue aujourd'hui à la fois pour l'ASPAS qui prime, mais effectivement par rapport au territoire, et on s'aperçoit, et c'est ce qu'on disait même depuis le début, et c'est le fil conducteur, c'est qu'on s'aperçoit que le dialogue est rompu, et dès l'instant où le dialogue est rompu, inévitablement on n'a pas la capacité d'avancer, et c'est bien dommage parce que effectivement l'ASPAS en tant qu'association de protection de la nature et association de la vie sauvage, on n'a de cesse que de vouloir justement discuter sur cette possible conciliation, cette concertation nécessaire justement pour cette acceptation de l'ours. Je suppose que les acteurs qui sont anti-ours vont considérer l'ASPAS comme un acteur pro-ours, et dans leur tête, pro-ours, ça veut dire anti-berger, ou en tout cas ça veut dire qu'on met l'ours avant les bergers et avant leurs activités. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Très clairement, c'est vrai que tu auras plus d'historique toi, Alain. Ils nous connaissent, ils savent bien que nous, on est là pour dialoguer. Les bergers, on a vraiment sympathisé pas mal de bergers qui sont en réunion avec nous. La Confédération paysanne, qui est un gros syndicat agricole et qui est très présent dans les estives. Avec eux, on passe très bien, on est très très amis. Même si on a parlé, il y a un dialogue, quoi. Il y a du dialogue, on a déjà dialogué avec pas mal de monde. On a même dialogué avec Madame Tiki, Monsieur Lacube. Ils nous ont reçus officiellement dans le conseil départemental à Réunion pour discuter de notre position. Mais sur la posture, l'ASPAS et les acteurs qui défendent la présence de l'ours feraient primer l'ours sur les autres activités. En fait, je pense que, et là on en revient à la vision philosophique, c'est que l'ASPAS, elle n'est pas là pour privilégier et l'un et l'autre. On est juste là parce qu'on veut que l'ours ait le droit de citer. On considère l'ours comme un individu à part entière. On considère l'ours comme un acteur du territoire. Encore une fois, ça n'engage que moi. On n'est pas en train de décrédibiliser que ce soit les éleveurs ou les bergers, bien au contraire. On a juste envie que tout le monde puisse se parler, de prendre en compte toutes les demandes de chacun, tout en considérant effectivement que, et sans faire du politiquement tout correct, le métier de l'élevage et le métier de berger sont des métiers extrêmement durs. Effectivement,
la présence de l'ours doit sans doute ne pas leur rendre la tâche facile, mais il est possible en concertation de définir quel peut être justement l'avenir de la présence de l'ours sans pour autant être obligé d'en passer par sa mort. Voilà. On doit être en capacité de concilier les différents acteurs du territoire. Oui, et puis vous, ce que vous dites, c'est que la cohabitation, elle est possible. C'est juste qu'il faut le travailler, quoi. Parce qu'il y a en gros, la posture des anti-ours, c'est de dire que ça n'est pas possible. Voilà. En fait, la cohabitation n'est pas possible. Cohabitation, coexistence, ce sont des mots qu'on entend. C'est pour ça que je pense que ça soulève beaucoup de problèmes et vraiment bien plus lointain. C'est toujours cette idée de se dire, effectivement, l'ours, il est bien, mais s'il est reclus dans des confins éloignés de l'homme. Dans Manière d'être vivant, c'est un essai qui était publié en 2019 pour un essayiste, Baptiste Morisot, défendait l'émergence, je cite, d'une diplomatie interespèce ou diplomatie des interdépendances entre humains et non humains. Pour résumer un peu l'idée, c'est qu'il considère que la seule défense des intérêts ou des droits des animaux ou des écosystèmes, ça maintient la dichotomie humain-nature et ça replace pas l'être humain au sein de la nature et en coexistence avec les autres espèces non humaines. Un constat qu'on fait, c'est que les espèces dialoguent déjà entre elles, qu'il y a déjà des interdépendances qui se créent entre les espèces. Donc lui, partant de là, il défend l'idée que l'humain peut, comme les autres espèces le font entre elles et dans la mesure où elles sont déjà interdépendantes, l'humain peut aussi dialoguer avec, et donc il défendait la figure du diplomate pour faciliter l'interprétariat, le dialogue entre les différentes espèces. En gros, pour lui, la figure de diplomate, ça peut être un individu, ça peut être une association, ça peut être un organisme public, etc. Et je me demandais dans quelle mesure l'ASPAS joue pas un peu ce rôle de diplomate entre les différents acteurs et entre les différentes espèces, parce qu'en fait il y a plein d'acteurs dans cette histoire. Il y a le berger, il y a l'éleveur, il y a la brebis, il y a l'ours, il y a le patou, enfin, en fait il y a plein d'acteurs qui sont sur la scène. Je sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire comme... Moi ça m'inspire, alors Baptiste Morisot en plus je l'ai vu ici à l'Estive, et on peut reciter pour le coup Les Diplomates, son livre, où effectivement dans Les Diplomates il parle de négociation, et cette négociation elle ne peut être mise en place que s'il y a une notion affective. Dès l'instant où il y a un conflit, pour pouvoir passer outre ce conflit, on rentre en négociation, et quand on rentre en négociation, on trouve des solutions. Ce que tu dis de l'ASPAS, on essaie de se mettre un petit peu entre tout le monde pour mettre tout le monde autour de la table et finalement créer un lien ou un liant entre tous ces acteurs et donc toutes ces personnes. Donc c'est plutôt un honneur que tu nous classifies comme... Pour revenir à ma question précédente, pour moi, considérer que si vous êtes pro-ours, vous êtes anti-berger, ça veut dire aussi que vous considérez d'un seul côté de la table, quoi. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que nous, on essaie de voir, et effectivement tu as raison et tu mets le doigt dessus, on essaie de voir d'une façon complètement globale et en se disant qu'il y a des difficultés et il faut prendre les difficultés de tout le monde. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé durant l'entretien, de se dire qu'on est conscient que le métier de berger est extrêmement difficile, le métier d'éleveur est extrêmement difficile, la montagne est difficile, la présence de l'ours peut créer finalement des conflits, mais ce qui serait bien effectivement c'est de réfléchir tous ensemble et de pouvoir communiquer. En Roumanie, pour le coup, ça se passe pas tout le temps bien. Ouais. Effectivement, les chiffres, ils disent entre 4 et 7 000 ours. Voilà. Et sur les 4 à 7 000 ours, ils disent 14 morts humaines par an. Slovénie ou Espagne, par exemple. Slovénie, en fait, Espagne, pareil, il faut prendre les deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a certains éleveurs aujourd'hui qui se plaignent dans les Cantabriques de la présence de l'ours. Mais effectivement, l'ours, il ramène aussi une manne financière pour le tourisme. Et certains bergers, et c'est la différence, et ça on le constate quand on est sur les estives, en Espagne, ils font beaucoup de fromage. Et quand on fait du fromage, il faut traire les brebis le soir. En trayant les brebis le soir, ça nécessite de les parquer pour les regrouper. Ce qui fait que quand on les regroupe, elles ne sont pas partout dans les montagnes, donc elles sont pas. C'est ça, on diminue le risque. Donc en fait, il y a des solutions, mais ça sous-entend un changement de pratique et ça sous-entend aussi un changement de paradigme, à savoir comment on considère l'autre en fait. Et je pense que la question de départ, c'est comment considérer le sauvage. Un grand merci à Alain et Édouard pour le temps qu'ils nous ont consacré et pour leur expertise. On arrive au terme de notre épisode. On espère qu'il vous a plu et qu'il vous a éclairé sur le sujet de l'ours dans les Pyrénées. Nous l'avons vu au cours de l'épisode, la question de l'ours et de sa coexistence avec l'être humain en soulève d'autres, qui relèvent de notre rapport à la nature, entre guillemets, et de la vision que nos sociétés portent sur le monde sauvage, et en particulier sur les grands prédateurs. Pour aller plus loin sur ces questions, Édouard et Alain ont listé une série d'ouvrages portant soit sur l'ours, soit sur la question du réensauvagement, une bibliographie que vous pouvez retrouver dans l'article du blog où nous publions cet épisode. Sans être exhaustif, j'en citerai tout de même 3. La thèse de Jean-Claude Bouchet, soutenue en 1988, accessible sur internet et intitulée « Histoire de la chasse dans les Pyrénées françaises du XVIe au XXe siècle, ours, loup, lynx, bouquetin, rapace, saumon ».
Farid Benamou, Sophie Bobet, Jean-Jacques Camara, Alain Reins, L'ours des Pyrénées, les 4 vérités, publié en 2005. Et enfin, David Chetrit, la réintroduction de L'ours, l'histoire d'une manipulation, publié en 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager l'épisode pour mieux faire connaître le sujet et si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. En attendant un prochain épisode, on vous souhaite un très bel été. À bientôt et gardons nos lanternes allumées.